20 février 2026, chers téléspectateurs de Gandhi Mali et d'Africain TV, bonjour et bienvenue dans le cadre de l'émission Parole aux Africains. Aujourd'hui, nous allons débattre de la visite officielle de son Excellence le général Abdourahmane Tchani, président en exercice de la République du Niger à Alger, où il a été reçu par son homologue algérien Tebboune qui l'avait d'ailleurs invité. Il avait annoncé cette invitation publiquement lors d'une conférence de presse. Pour décrypter cette actualité, nous avons fait recours à nos trois experts maison. Il s'agit du docteur Mamadou Silla Traoré à ma droite et à ma gauche respectivement le professeur Sekou Sembène Touré et l'inspecteur des douanes à la retraite, les doyens de l'expérimenté Daniel Koulibaly. Docteur Mamadou Silla Traoré, bonjour et bienvenue. Bonjour M. Diawara, bonjour tous les téléspectateurs de Gandhi Malien Télé. Bonjour à mes deux co-débatteurs, M. Koulibaly et M. Touré. Bonjour à tous les téléspectateurs, à tous les travailleurs, je me répète, de Gandhi Malien Télé. Je profite aussi de l'occasion pour formuler un vœu à tous les musulmans et à tous les chrétiens du monde. Cette année, une année exceptionnelle où le carême musulman et le carême chrétien ont commencé le même jour. Parce que le carême musulman est à son 3e jour. Et c'est le 3e pilier de la religion musulmane. Et je formule le vœu pour que c'est moi qui génère beaucoup de dépenses, pour que ça soit vraiment à hauteur de souhait pour tous les chefs de famille. Et que la récompense de cette dévotion, de cette pratique de la religion musulmane, nous est payée par le paradis Firdaus. Merci beaucoup. Je vous en prie. Professeur Touré, bonjour et bienvenue. Bonjour à Général, bonjour à l'équipe de Gandhi, bonjour à mes deux co-débatteurs ou panélistes. En tout cas, très heureux d'être là chaque vendredi en compagnie du doyen Koulibaly et du très grand docteur. Et d'ailleurs, je profite en attendant, avant de voir sa femme, je salue déjà Madina, sa femme, parce qu'il a oublié de le faire. À chaque fois qu'il oublie, il faut que moi je le rappelle. Merci quand même. Merci. Bonjour à toute la population de Gao. Merci à nos téléspectateurs, ceux qui nous suivent, et à Fatou Doucouré, qui la dernière fois d'ailleurs a fait beaucoup d'observations. Elle a activement participé au débat. Merci. Merci beaucoup, professeur Touré. Et nous profitons pour dire un grand bonjour surtout à tous ceux qui sont en train de nous suivre. Doyen, bonjour et bienvenue. Bonjour Diawara, bonjour Traoré, bonjour Touré. Bonjour à tous les travailleurs de Gandhi TV et de African TV qui mettent en ligne l'émission. Bonjour à tous les téléspectateurs qui ne cessent de nous suivre et surtout, je souhaite à tous un bon temps de carême ou de jeûne, à tous les musulmans et à tous les chrétiens. Merci beaucoup, doyen, c'est à nous de... Bonjour à Fatou. Merci beaucoup, doyen. C'est à nous de vous remercier parce que vous êtes toujours disponible à chaque fois que nous avons besoin de vous. Merci pour cette disponibilité et surtout merci pour votre patriotisme, votre engagement en faveur de l'Afrique, cette Afrique qui est en train de se libérer. Ceci étant, doyen, nous restons avec vous. Vous gardez la main parce que ce voyage est intervenu dans un contexte tout à fait particulier. Et le Mali est un pays membre de l'AES. L'AES, ce sont les trois pays, le Mali, le Burkina et le Niger. Les trois pays qui sont endeuillés régulièrement par les attaques des terroristes. Des trois principaux groupes, mais deux principaux groupes concernant le Mali et le Burkina et le Niger. Il s'agit du GENIM, que d'aucuns appellent GESIM, et il s'agit évidemment de l'État islamique au Grand Sahara qu'on appelle EIGES. Et GENIM, pour le moment, on ne doit pas entrer dans certains détails. Nous savons que certains de ces chefs se trouveraient en territoire algérien, dont Iyad Agali. Nous savons que certains de ces chefs ont la nationalité algérienne, dont le Mokhtar Bel Mokhtar et d'autres encore, Youssef Obeida et d'autres. Donc, ces voyages interviennent dans ce contexte tout très très particulier, où les attaques du GENIM, il n'y a pas longtemps, c'était l'aéroport de Niamey. Et c'est là, c'est le général Abdourahmane Tchani même qui avait confirmé cela, que le GENIM a participé à l'attaque. C'est ce GENIM qui participe aussi aux attaques contre les camions citernes du Mali. Donc ce voyage intervient dans un contexte particulier. Dans un contexte particulier, parce qu'au même moment, on avait la visite aussi du ministre de l'Intérieur de la France, Laurent Nunez, à Alger, même date.
dans un contexte tout à fait particulier, parce que le président algérien Tebboune l'a annoncé d'abord publiquement, que lui l'a écrit au général Abdourahmane Tiani, c'est lui qui a rendu public cette invitation. Doyen, cette invitation, est-ce une opportunité pour les pays de l'Est ou c'est un piège? Je dis, si c'est un piège, il n'appartient qu'à nous de le déjouer. Ok. Mais une opportunité, c'est plus sûr que ce soit une opportunité, vu le contexte dans lequel les choses viennent. J'en veux pour preuve, je ne suis pas dans les chancelleries pour savoir comment ça marche, mais j'imagine qu'un président ne se déplace pas du jour au lendemain comme nous autres là. Ils sont programmés, les choses sont programmées à l'avance. Or, le général Tiani s'est déplacé 3 ou 4 jours après que l'invitation a été officiellement annoncée. Oui. Ça laisse à penser que c'était des choses qui étaient convenues avant. Il fallait simplement l'officialiser. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, le général Tiani s'est déplacé avec une dizaine de ministres. Ouais, dont le ministre de la Défense. Dont le ministre de la Défense, santé, défense, infrastructure, il y a un peu de tout là-dedans. Donc pratiquement, au moins un peu plus du un tiers de son gouvernement. Ce n'est pas un hasard, parce que tout ceci vont avec des dossiers mûrement réfléchis avant. Donc, tant qu'à faire, je pense que c'est quelque chose qui était prévu à l'avance, malgré les deux cas, les deux situations qui sont intervenues, l'attaque de l'aéroport surtout, mais qui était prévu avant. Pourquoi je le dis? Parce que, comme je le dis, ce n'est pas du jour au lendemain qu'il choisit de voyager, surtout avec une très forte délégation comme cela, mais surtout le fait qu'il est aussi un des 3 pays de l'AES. Or, l'AES, je le rappelle, il faut toujours se rappeler ça, les 3 piliers de l'AES, c'est la défense et sécurité, le développement, la diplomatie et le développement. Donc forcément, nous sommes en confédération. Nous ne sommes pas encore en fédération, nous sommes en confédération qui repose sur ces 3 piliers. Et la défense et la sécurité étaient un axe très très important dans ce déplacement. Ensuite, la diplomatie qui veut qu'on se concerte à tout moment pour toute action que l'on entreprend. Donc, à mon avis, c'est un voyage préparé et c'est depuis quelque temps déjà, et c'est un voyage concerté avec les pays de l'AES. C'est ce que je peux dire. Mais doyen, je reste toujours avec vous. En quoi ce voyage peut constituer un piège pour nous? Ou ce n'est pas du tout le cas? Bon, ça peut être un piège parce que dans toute coopération, il y a l'envers et le revers. Ok. Je particularise pas, mais il faut toujours se rappeler du caractère majeur du peuple qu'on fréquente. Le peuple algérien est un peuple qui aime dominer et qui n'a pas tendance à des compromis. Il cherche toujours à dominer. Et donc, dans ce cas-là, il faut être extrêmement prudent quand on va signer des accords avec eux. Ça peut être un danger parce qu'une délégation de 10 personnes, ça veut dire que ça couvre 10 domaines d'activité de tout un pays. Et or, ces activités, quand je les ai vues, il y a souvent des financements en matière de santé, l'assistance pour l'enseignement. Maison de la presse. Maison de la presse. Il y a beaucoup de choses qui sont là-dedans. Et comme on le dit, le développement est un vecteur, un des piliers de l'AES. Donc il faut gérer tout ça sans entrer en contradiction avec les intérêts de l'AES. Il y a des secteurs d'activité qui peuvent être propres au Niger, mais il y a des secteurs d'activité qui peuvent constituer
des vecteurs d'activité pour tout l'AES. Et donc, il faut faire extrêmement attention à ne pas compromettre. Maintenant, l'Algérie, si vous voyez sur le plan géographique, elle a pour frontière la Tunisie, la Libye, le Niger, le Mali, la Mauritanie et le Maroc. La particularité, elle a la même particularité que le Sénégal, que la Mauritanie, qui n'ont de frontières avec des pays sahéliens que un seul ou deux pays. C'est-à-dire l'Algérie n'a que le Mali et le Niger comme potentiel client pour exploiter leur port. Ça, c'est un premier point. L'avantage de leur port, c'est qu'on fait directement face à l'Europe, à la Méditerranée, et il est plus facile, mais moins de temps pour gérer ce tronçon qu'en passant par le Sénégal où il faut relonger toute la côte, ou bien passer par le Tchad, le Togo, le Bénin, pour relonger, pour essayer de rejoindre. Donc, le fait qu'il y ait une possibilité directe d'aller, je crois on disait que c'était entre 2500 et 4000 km pour quitter le Mali et joindre l'Algérie. Plus sûrement, c'est 2735 km à partir de Kidal. Donc, il peut y avoir une porte de sortie pour les marchandises ou pour porte d'entrée pour les marchandises venant au nord du Mali. Ça, c'est un point très rapproché. Donc, le pays de l'AES représente une manne pour l'Algérie, pour rentabiliser sa position géographique. Mais, vous savez, il y a 3 pays qui ont tendance à se servir de leur position géographique comme levier. C'est l'Iran, avec le détroit d'Ormuz, c'est la Turquie, c'est l'Algérie. Si vous suivez ce qui s'est passé entre l'Algérie et la France, c'est que chaque fois il y a des rebondissements. Pour un oui ou pour un non, ils interdisent le survol de leur territoire à la France. Et d'ailleurs, peut-être j'anticipe un peu, quand le général Tchiani les a remerciés parce qu'ils ont refusé de prêter leur espace à la France pour venir bombarder le Niger, ils ne l'ont pas tant fait pour le Niger, ils l'ont fait pour eux-mêmes parce qu'à l'époque, ils étaient en brouille très profond avec la France. Je crois qu'il faut être très, très, très sélect sur ces choses-là. Il les a remerciés, c'était bien, mais en réalité, au fond, ça s'est passé à un moment où le torchon brûlait entre Paris et Alger. Et donc, ils l'ont fait pour eux-mêmes. Ensuite, donc, il faut se méfier surtout, comme je l'ai dit, c'est un peuple qui aime dominer, un esprit dominateur. Et quand vous faites vous nouez des contacts économiques avec eux, il faut éviter qu'à chaque fois, ils s'en servent comme levier de pression. Et ça, c'est courant avec eux. C'est pourquoi j'ai dit, c'est en cela qu'il faut qu'on sache gérer pour que ça ne se transforme pas en un piège contre nous-mêmes. Ok. Merci beaucoup. Professeur Touré, nous venons vers vous parce que ce voyage, nous avons évoqué le contexte, mais je vais aussi ajouter que ce voyage n'a pas beaucoup plus profité à Alger qu'à Niamey, c'est-à-dire même qu'au pays de l'AES, parce que ce voyage est intervenu quand Alger venait de recevoir une raclée sur le dossier du Sahara occidental quand même, où Alger a été presque convoqué à se présenter à l'ambassade américaine à Madrid, en Espagne. Donc Alger non seulement a été isolé sur la question du Sahara occidental, sur la Libye aussi ça ne marche pas beaucoup, surtout avec celui qui tient beaucoup plus les rênes du pouvoir en Libye, notamment le maréchal Haftar. Du côté aussi du Mali, du Niger, avec le pays de l'AES, ça n'allait pas beaucoup. Et ce voyage n'a pas plutôt servi peut-être à aider peut-être Alger, non seulement à cacher cette raclée récit sur les dossiers du Sahara occidental, mais aussi à sortir Alger un peu de son isolement international. Ok, merci beaucoup. Je dis que nous sommes sur une question très sensible, oui. La question de l'Algérie. Parce que la dernière fois, où le débat passé, j'avais souligné qu'il faut
faire beaucoup d'analyses sur le changement de théâtre d'opération des terroristes que la France utilise, qui a été déplacé d'Agadez vers Difa, en considérant le Tchad comme étant un territoire qui s'y prête à cette activité terroriste contre le Niger. Donc déjà sur cette question, je dis encore que l'Algérie a été contournée. Parce qu'habituellement, la France passe par l'Algérie pour utiliser son territoire du côté de Agadez pour s'attaquer très souvent au Niger. Mais cette fois-ci, juste après le voyage du président tchadien, vous avez vu que le site pétrolier a été attaqué du côté du Tchad, et c'est dans la zone de Difa. Donc déjà ça c'est un premier point qui commence déjà à montrer à l'Algérie qu'on peut te contourner pour des besoins de déstabilisation du Niger dans l'espace AES. Ça c'est un premier facteur. L'autre facteur c'est que du côté même du Mali, au nord du Mali, Tessalit, vous voyez que l'armée malienne commence de plus en plus à maîtriser un peu cette zone-là, et vous voyez que les choses se contournent de Caille. Et j'avais dit il faut que les analystes géostratégiques et politiques réfléchissent sur ça, et vous voyez qu'ils sont en train de déplacer le problème dans la zone de Caille pour que la Mauritanie soit désormais le sponsor et soit l'élément le plus utile dans le dispositif de déstabilisation des pays de l'AES. Donc c'est pourquoi je dis que cette question d'Alger, le fait que l'Algérie dit qu'il a de très bonnes relations avec le Niger, avec le Burkina, et tout de suite inviter le président nigérien qui se parte, je crois qu'il faut faire très attention. Et on n'avait pas vu d'abord, parce que quand l'Algérie a fait cette déclaration, les trois pays devraient faire une déclaration au nom de la diplomatie de l'AES pour répondre à ce que le président Tebboune a dit, parce que pour moi c'est une tentative de séparation des trois pays, même s'ils sont encore dans la confédération. Et la diplomatie aurait dû se prononcer et préparer même quelque chose par rapport au déplacement, à l'invitation tout de suite accordée par Tebboune au président du Niger. Et je dis, c'est d'accord pour la question, c'est aussi une opportunité qu'un piège, mais moi je vois beaucoup plus de pièges. Parce qu'aujourd'hui, l'Algérie veut faire un chantage en Europe. Parce que quand le gazoduc va passer par le Niger pour se retrouver en Algérie, l'Algérie va avoir un contrôle sur beaucoup de mouvements. Et on l'avait dit dans le débat passé que l'Algérie aussi ne veut pas avoir des partenaires autres que lui-même, comme Doyen l'a dit, ils sont dominants, parce que chez eux aussi c'est l'armée qui gère leur pouvoir. Donc l'armée a tendance à avoir toujours une position dominante et à préserver l'intérêt du pays. Ça, il faut reconnaître ça aux militaires. Hein. Les militaires, à chaque fois qu'ils sont au pouvoir, ils agissent pour l'intérêt du pays, ils agissent pour préserver l'intégrité de ce pays-là. Et l'Algérie, il faut reconnaître, le président civil qui est là-bas, c'est juste un élément pour tromper un peu l'apparence des gens. Donc, c'est une opportunité pour l'Algérie d'amadouer le Niger pour faire passer le gazoduc. Et c'est un piège pour l'AES d'accepter, parce qu'une fois que ça c'est fait, et la France déjà en train de préparer d'autres espaces, parce que j'ai dit que le Bénin est devenu un maillon faible dans la déstabilisation programmée du Niger. Il faut changer de territoire et le Tchad s'y prête beaucoup plus. Et l'Algérie a été contournée. Et du côté de la Côte d'Ivoire aussi, on voit qu'ils sont en train de subir beaucoup de pertes de ce côté. Donc il faut faire déplacer les champs, les espaces pour recevoir les éléments susceptibles de déstabiliser les pays de l'Est. Donc c'est pourquoi je dis qu'à ce niveau, Tchani ne doit pas, le président du Niger ne doit pas traiter cette question-là comme étant une question de souveraineté du Niger. Cette question doit profiter aux trois pays de l'AES. Parce que la déstabilisation du Niger peut quitter du côté du Tchad, du côté de Difa, et je dis qui est très loin du Mali et qui n'est pas du tout proche du Burkina, pour que l'armée de l'AES puisse intervenir et aider le Niger en cas d'attaque. Et je dis, quand l'Algérie, qui déjà de son côté aujourd'hui a beaucoup plus d'accalmie, peut refuser certaines avances de la France, cette partie peut servir pour déstabiliser. Et à Tchani de faire très attention,
à utiliser cette partie-là pour seulement le compte du Niger, parce que la question de sécurité est une question aujourd'hui qui se gère au niveau de l'espace AES. Donc il faudra que sur cette question, que nos experts en matière de sécurité, nos experts en matière de diplomatie et de développement se concertent profondément pour appuyer le Niger dans n'importe quelle décision qu'il doit prendre sur cette partie, sur cette gestion, sur cette collaboration de l'Algérie, qui, je dis une fois de plus, n'a d'autre intérêt que de faire passer son gazoduc, sinon tout le reste, c'est du boucan. Oui, tout le reste, c'est du boucan. Docteur, vous qui êtes généralement averti sur la personne de Tebboune, parce que sur ce plateau, la personne de Tebboune, c'est vous qui nous aidez généralement à cerner c'est quel genre de personne. Mais nous, lors de la conférence de presse, oui, le général Abdourahmane Tiani n'a pas manqué de tacler quand même Tebboune, dire qu'une certaine façon, il a dit implicitement, indirectement, et que c'est surprenant de voir Alger aujourd'hui prêter son territoire, Alger même victime de la colonisation française, prêter son territoire à la même France pour attaquer le Mali. Mais Tebboune n'a pas répondu sur la question. Il a fait comme s'il n'avait pas écouté. Tout à fait. Votre analyse? Écoutez, ça met mon esprit en fait, quoi. Parce que quand on essaie de faire l'analyse à cet instant où nous sommes, c'est un peu difficile à comprendre si on ne retourne pas un peu en arrière. Ok. L'histoire entre l'Algérie et la France, ça n'a pas été une chose si simple. Les Algériens, combien d'Algériens ont perdu leur vie, ont passé des vies à trépas lors de la fameuse guerre d'indépendance. On parle de plus d'1 million. Plus d'1 million. La France a même fait des essais nucléaires. Ils ont même amené les Israéliens aussi à faire leurs essais nucléaires là-bas, au niveau du sud algérien qui correspond au nord malien. Donc, au regard de tout ça, je ne sais pas quelle relation l'Algérie peut vouloir vraiment tirer encore de ces pays-là qui les a fait voir de toutes les couleurs. Mais on sait quand même que la première population d'immigration en France, ce sont les Algériens. Ce sont les Algériens qui sont les premiers. Après, il y a les Marocains et les Tunisiens qui viennent. C'est vrai que l'Algérie avait, oui, un traitement particulier dans l'obtention des visas. C'est tout ce que la France ne pouvait le faire. Eux aussi, leur rôle, c'est d'aller d'aller en France. Quand un Algérien va en France, pour lui, c'est le paradis assuré, quoi. Donc maintenant, on regarde tout ça. Et quand on avance un peu dans les temps, on verra que le fameux gazoduc que vous avez fait évoquer, qui doit traverser, qui vient du Nigeria, qui traverse le Niger, et qui va en Algérie, va certainement en Europe. Ça, c'est un projet européen. C'est une manière pour les Européens de se défaire du gaz russe, en parenthèse, d'avoir une certaine autonomisation, parce que chez nous, rien n'est bien réglé, tout est fait à la va-vite, et on est facilement, oui, l'Africain. Ce gazoduc-là, peut-être si c'est le droit de traverser, si ce droit-là, si on doit payer peut-être une somme de 1 million, par exemple, si c'est un autre pays, on payera à l'Africain peut-être 100 000 francs. Ouais. Nous, on n'a rien de tout cela, quoi. Donc, cette main tendue de Tebboune, pas seulement au Niger, parce que Tebboune, dans sa tête, doit aussi comprendre que l'AES, je le disais l'autre jour, que c'est tous pour un et un pour tous. Géopolitiquement, l'Algérie est une nation qui est en train de vraiment manger du gravier, parce que ça se gâte de tous les côtés. Ils ont perdu le Sahara occidental. Alors les bassins de Taoudéni au Mali aussi, ils avaient essayé de faire leur mainmise là-dessus. Mais c'est là aussi aller en Nambo. Et maintenant, c'est le gazoduc qui est là, le fameux projet de gazoduc du Nigeria jusqu'en Italie, où l'Algérie gagne beaucoup. Donc, il ne peut pas rester de barbe. C'est une manifestation pour eux de faire peut-être leur mea culpa. Et parce qu'on a l'habitude de dire ici que les pays n'ont pas d'amis, on a des intérêts. Donc ça, peut-être ils ont mesuré
ce qui gagne dans ces relations-là. Parce que je disais une fois ici que l'Algérie avait tout à gagner en respectant l'intérêt de ses voisins-là, notamment le Niger, le Mali, parce que le bassin de Taoudénis, même si le pétrole venait à sortir, alors la voie la plus sûre et la meilleure des voies, c'est la voie algérienne. L'Algérie devrait simplement accepter vraiment ces partenariats gagnant-gagnant. Et l'Algérie vit dans le passé, dans leur tête, ils ont cette attitude vraiment de condescendance. Et ils ont même eu à dire à un moment que le Nord Mali les appartenait. Bon, en fait, ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent, mais ce n'est pas en réalité comment est-ce que les choses doivent se faire. Donc, moi, je pense que c'est des bonnes guerres. Pièges, oui. Je ne sais pas autre chose, mais on peut que conjecturer. Okay. Ça, peut-être, c'est une manière de rapprocher le Mali. Indirectement, il passe par le Niger. Moi, je place cette visite-là dans ce cadre. Dans ce cadre. Oui. Ok, professeur Touré, nous revenons vers vous, parce que tu l'as bien évoqué, tu as effleuré une certaine question de développement entre le Niger et l'Algérie, mais pensez-vous qu'un accord de développement entre le Niger et l'Algérie, sans un accord de paix global entre les pays de l'Est et l'Algérie, est-ce cela est possible? Bon, possible peut-être pour le Niger, mais risqué encore pour eux. Hein, parce qu'aujourd'hui, que le Niger seul parte vers l'Algérie, qui aujourd'hui de plus en plus est contourné dans sa position géostratégique pour contrôler le Niger et le Mali, où il a beaucoup plus de difficultés. Aujourd'hui, le Tchad et la Mauritanie sont en train de se prêter à ce jeu, la France via l'Europe. Aujourd'hui, que le Niger accepte aller seul avec l'Algérie sur une question de développement, sans tenir compte de l'espace AES, ça va être très difficile et ça va être très risqué. Et c'est là où ça va devenir un piège même pour le Niger. Parce qu'aujourd'hui, si le général Tchani est au pouvoir, d'accord, grâce à Dieu, mais grâce au Mali et au Burkina. Parce que quand la CEDEAO a voulu intervenir, c'est vrai que l'Algérie a refusé, le doyen l'a évoqué parce que son espace aérien à la France, mais il y avait d'autres opportunités. Mais la réalité, c'est que ces pays africains qui devraient prêter leur territoire à la France pour s'attaquer au Niger, allaient voir l'armée du Niger, l'armée du Mali et du Burkina descendre sur eux. La France pouvait opérer à partir du Bénin. Ils pouvaient opérer à partir du Bénin, à partir du Nigeria, à partir de la Côte d'Ivoire. Mais ils savent très bien qu'en utilisant ces territoires-là, ils vont avoir la couleur du Mali et du Burkina. Voilà la réalité profonde de ce qui a empêché à la CEDEAO, via la France, de faire partir ceux qui ont pris le pouvoir au Niger. Donc aujourd'hui, encore beaucoup plus, je le dis, la France n'est pas en bon terme, malgré que le ministre de l'Intérieur français était là-bas au même moment. Parce que entre l'Algérie et la France, ce n'est pas toujours des bons moments. Hein. Ça monte, ça descend. Donc il ne faut jamais considérer une position entre la France et l'Algérie pour tisser soit avec la France, soit avec l'Algérie. Parce que c'est leurs intérêts. Ces deux pays ne visent que leurs intérêts. Donc que le Niger, aujourd'hui, qui a pour partenaires véritables le Mali et le Burkina, partent dans un accord de développement avec l'Algérie, sans tenir compte de la position du Mali et du Burkina, ça peut être très dangereux à l'avenir et c'est là où ça peut être un piège pour le Niger. Parce que ce qui est sûr aujourd'hui, toutes les dispositions sont en train d'être prises pour isoler même l'Algérie et ça a déjà commencé avec la question du Polisario. Et on est en train de voir comment est-ce... Parce que l'Algérie aussi devient de plus en plus un État imposant dans cette bande du Sahel. Et la Libye, qui a été fragilisée, la Libye est fragilisée aujourd'hui un peu plus contrôlée par les Européens. C'est l'Algérie qui veut prendre cette position et ça n'arrange pas, sachant bien que l'Algérie est toujours en bras de fer contre la France.
Ça n'arrange pas et ils ne vont jamais permettre à l'Algérie d'avoir cette puissance à pouvoir contrôler ces États du Sahel. Donc nous disons au Niger de faire très attention et je rejoins le docteur pour dire ne vous précipitez pas, refusez de vous précipiter à tomber entre les mains de l'Algérie parce qu'ils n'ont pas d'intérêt pour vous, ils ont un intérêt pour que le gazoduc passe par eux et qu'ils puissent faire un chantage à l'Europe au cas où la Russie refuse de donner son gaz à l'Europe. Donc au Niger, de collaborer ou de profiter des expertises des autres. Maintenant, voir la question sous un angle politique, sous un angle géostratégique et sous un angle économique. Ne pas voir seulement les retombées, il faut voir à l'avenir ce que ça peut causer en matière de sécurité, en matière même de collaboration du Niger, désormais véritablement au cœur du Sahel. Doyen, ça fait réfléchir, hein? Ça fait vraiment réfléchir. Doyen, est-ce parce que nous avons vu, Alger essaie de développer cette même approche à l'endroit même du Burkina, et nous avons vu hier, Alger, ils ont avancé un chiffre de 100 millions de dollars pour, en tout cas, des recherches en matière d'hydrocarbures et autres. C'est la même chose qu'Alger avait fait au nord du Mali. Ensuite, on a été frappé par ce terrorisme. Est-ce des projets de développement individuellement, même si Alger venait à proposer 1 milliard de dollars, ça ne serait pas le cas, au Mali, est-ce des projets de développement cas par cas, c'est-à-dire entre Alger et les pays de l'Est, c'est-à-dire les Niger traités à part, les Burkina traités à part, le Mali est traité à part, et cela est possible sans un accord global de paix? Je reprends la summa-division que j'avais faite dans les rapports économiques. Il y a des rapports économiques propres à un pays, mais il y a des rapports économiques propres à l'AES. Et ça, quand c'est propre à l'AES, ça provient des projets structurants. Le gazoduc, par exemple, est un projet structurant qui ne concerne pas que le Niger. Ça peut concerner aussi le Mali au cas où on découvrirait du gaz dans le septentrion malien. Donc il s'agira pour nous de nous connecter à ce gazoduc. Et de la même façon, pour les pipelines, pour évacuer du carburant vers l'Europe, si d'aventure on en découvrait, le Niger, pour évacuer avec la société chinoise, ils avaient choisi le port de Cotonou. Et il y a encore des problèmes là-bas. Mais il y a des sociétés, si on découvre et si on arrive à exploiter l'or noir malien, le chemin le plus proche pour aboutir à l'Europe et vendre notre pétrole, c'est l'Algérie. Donc là aussi, il peut y avoir un projet de pipeline qui sont des projets structurants. Mais ce que je veux dire, au-delà de ça, c'est que l'AES se trouvait au cœur de la visite de Tebboune à Alger. Et du général Tiani à Alger. C'était au cœur et ils en ont parlé. Et ils en ont parlé officiellement sur les antennes. On n'a peut-être pas fait trop attention. Chacun s'est attaché peut-être au fait qu'il a remercié l'Algérie d'avoir refusé son espace à Roué. Mais ça, c'était minime par rapport à la ligne rouge que le général Tiani a tracée. Si vous voulez, je peux lire. Allez-y. Voilà. Dans son discours, à la 4e minute 42e seconde, il a dit « Notre conviction est qu'une page importante de l'histoire du Sahel, pas du Niger, du Sahel et de l'Afrique est en train de s'écrire depuis plus d'une dizaine de décennies. Chacun jouera sa partition selon ses convictions, ses intérêts, ses valeurs et l'héritage qu'il aimerait léguer. Pour notre part, dans le contexte de tensions et de communication tous azimuts que nous connaissons, nous nous reposerons sur ces principes et valeurs, sur ces principes et valeurs suivants pour toujours garder le cap. C'est important. Et il dit ne jamais trahir les aspirations du peuple qui nous fait confiance. Le peuple nigérien fait confiance aujourd'hui. Le désir de fédération
entre ces trois pays, c'est les peuples qui le portent. Oui. Autant au Niger, au Mali qu'au Burkina. Et même, c'est un exemple pour l'Afrique, parce que Jeune Afrique avait fait une enquête où les démarches de ces trois pays étaient plébiscitées par 70% de ceux qui ont été interviewés. Ensuite, il a dit quelque chose, c'est là la ligne rouge. Œuvrer pour la paix et la sécurité. Pour la paix et la sécurité que nous voulons pour le Niger, nous le voulons pour nos voisins et amis. C'est la ligne rouge. C'est l'AES. Oui. Les voisins et amis, c'est qui? C'est l'AES. Et ça rentre en droite ligne dans les principaux piliers de l'AES. Ce qu'ils ont fait, le gazoduc projet structurant, ça rentre dans le cadre du troisième pilier, le développement, avec des projets structurants. Malgré que chacun peut avoir des projets à côté qui sont particuliers. Ensuite, le deuxième problème, quand défense et sécurité, c'est le premier pilier de l'AES. Quand il dit, nous le voulons, la paix et la sécurité que nous le voulons pour nous, mais nous le voulons aussi pour nos voisins et amis. C'est très clair. Il parle de la sécurité et de la défense et de la sécurité des pays de l'AES. Hein? Oui, mais laissez les doyens terminer. Okay. Ensuite, je vous donne la parole. Et Tebboune a répondu. Tebboune a répondu, la sécurité du Niger est la sécurité de l'Algérie. Ça veut tout dire. La sécurité du Niger est la sécurité de l'Algérie. Mais Tebboune évite de parler de l'AES. Non, c'est-à-dire, ce n'est pas le nom. Vous savez, les États se comportent parfois comme des enfants. Une petite trois fois, je ne dis pas ton nom, on est en rupture de parole, je ne te parle pas, tu ne me parles pas. Mais dans la réalité, ce qui se fait, c'est pourquoi j'ai attiré l'attention dès le départ sur le fait qu'il ne peut pas s'être déplacé comme ça, à l'improviste, sans une concertation avec tous les autres de l'AES. Oui, ça c'est clair. Ça c'est clair. Si cela est clair, il y a une ligne de conduite qui a parrainé tout, qui a sous-tendu tout ça. Cette ligne de conduite, c'est la sécurité, la défense et la sécurité, et même les problèmes entre eux et le Mali. Mais ils ne nous parlent pas à nous directement, ils nous parlent à travers le Niger. Ils ont pris le soin de parler au Burkina, de parler au Niger, mais apparemment, ils nous ont écartés. Mais dans la réalité, parce que ça ne passe pas entre nous. Le dialogue est extrême, c'est bloqué entre le Mali et choses. Donc, venir au Mali, ils ont contourné en profitant de cette situation pour poser le problème de l'entente. Mais ils n'en sont pas encore à appeler l'AES. Ils n'en sont pas encore là. Ça ne vient que petit à petit. Ensuite, si tu considères la réponse, Tebboune a parlé 2 fois. La première fois, il a parlé avant de passer la parole au général Tchiani. Mais quand le général Tchiani a prononcé son speech, qu'est-ce qu'il a fait? Il a repris la parole pour dire et pour répondre la sécurité du Niger est la sécurité de l'Algérie. Si la sécurité du Niger est la sécurité de l'Algérie, qu'est-ce que c'est que la sécurité du Niger? C'est la sécurité du Niger dans le domaine du premier pilier qui est la défense et la sécurité des pays de l'AES. Indirectement, on répond. Ok, doyen, on comprend. Donc, en réalité, les gens se sont accrochés, il a félicité. Ce n'était pas ça le gros problème. Il a posé, sans dire le nom, il a posé. C'est ça aussi les pays, entre les pays. Là. Ils sont comme nous autres. Parfois, ils agissent comme nous autres. Moi, je vais te dire quelque chose à toi, mais je ne te parle pas, tu ne me parles pas. Donc, je m'adresse de façon indirecte. Voilà, moi, je crois que l'AES était au cœur du déplacement de Tchiani. Au cœur. Et il n'est pas allé là-bas sans l'aval des autres. Ok. Général, si on permet aussi un aspect très important. Je voulais juste ajouter aussi. Laissez les deux intervenir, vous parlez parce que pour ça, vous devez rebondir. Les gazoducs, comme les pipelines, quand ça traverse des pays, il y a des royalties. Les frais de traversée, c'est de l'argent pour l'Algérie. Or, aujourd'hui, je crois qu'on en viendra, oui. il faut aussi regarder les agissements de l'Algérie à travers ces rapports conflictuels avec le Maroc.
Je pense qu'on pourra revenir dessus. Ok. Si ça passait inaperçu ou bien si ça passait l'attention des gens, c'est que après le voyage de l'autre là, du général Tchani, est-ce que l'ambassadeur du Mali qui était en Algérie n'a pas été, comment ça s'appelle? Non, on dit le Mali a démenti. Ouais, le Mali a démenti. C'est pas vrai. Je voulais savoir la véracité de cette... Voilà. C'est pas automatique, ça ne viendra pas comme ça. Ok, professeur Touré, vous voulez rebondir, mais attendez, je vous glisse un élément peut-être, parce que juste après le voyage d'Abdraman Tchani, on devait, si réellement, Tebboune voulait matérialiser ce qu'il a dit, qui est la sécurité du Niger. Comme vous le dites indirectement, ça veut dire la sécurité du Niger et de ses amis, le Mali, le Burkina. C'est aussi la sécurité de l'Algérie. On devait avoir peut-être certains indices sur le terrain. Mais juste 48 heures après le voyage du général Abdraman Tchani, il y a eu une attaque au nord du Mali contre un convoi de ravitaillement qui avait quitté la ville d'Anefis. D'ailleurs, le fils d'Al-Gabas a perdu, son fils a été éliminé parce que la capacité de l'armée malienne aujourd'hui à maîtriser la guerre électronique, donc c'était des drones kamikazes. Ils ont utilisé deux drones kamikazes que nous avons repris le contrôle et nous avons retourné contre les gens du FLA. Alors, qui parle des terroristes du FLA? C'est des gens qui sont adossés carrément à l'Algérie, qui se trouvent en territoire algérien. Donc 48 heures où soit il a voulu saboter, lancer un message très fort après le voyage du général Abdraman Tchani. Il y a ce que j'ai dit, mais il y a ce qu'Alger fait sur le terrain. Et sur le terrain, c'est cette attaque contre un convoi de l'armée malienne, quand même, professeur Touré. Oui, c'est à ce niveau que je voulais revenir un peu à Douane. Et je suis tout à fait d'accord avec sa position, sa vision. Oui. Mais moi, je suis beaucoup plus dans l'action. Parce que tout de suite, que Tchani dise, effectivement, j'ai suivi son discours. Et heureusement que les gens ont juste vu le remerciement de Tchani à l'Algérie parce qu'il a refusé son espace. Ça nous mettait un peu à l'aise psychologiquement, la population de l'AES. Ensuite, il dit qu'il ne comprendrait pas que l'Algérie puisse donner son territoire à un pays qu'il avait opprimé de par le passé. Mais, dans son discours, moi je crois qu'au niveau où aujourd'hui les pays de l'AES se trouvent, Tchani, nous ne sommes pas les voisins et les amis de Tchani. Nous sommes un peuple de Tchani. Le Mali et le Burkina ne sont pas des voisins et des amis de Tchani. Les Maliens et les Burkinabés sont une partie du peuple nigérien. Parce que c'est un seul espace, un même destin. Et c'est les trois un seul théâtre d'opération. Un seul théâtre d'opération. Donc, c'est là où moi j'étais même inquiet et je ne voulais même pas trop réfléchir sur ça pour que je ne comprenne pas qu'en fait, Tchani commence déjà à dire que ce sont nos voisins, ce sont nos amis. Ça me rappelle un peu quand on dit qu'un Malien part en Côte d'Ivoire pour aller visiter. Les Maliens qui sont nés en Côte d'Ivoire disent « Ba, Ika Dunanke ». Voilà. Donc, c'est un peu cette lecture que je vois. Et je crois que c'est vrai, Tchani, il est parti en visite. C'est un président d'un pays, d'une confédération. Et si c'est réel que vraiment il a concerté les deux autres présidents et que peut-être que les diplomaties ont travaillé en sourdine, ce ne serait pas plus... Le mot voisin et ami ne serait pas beaucoup plus approprié, surtout que nous sommes dans la construction de la confédération. Et cette construction de la confédération n'est pas trop du goût de l'Algérie qui a reçu le président Tchani. Ça, c'est un premier aspect. L'autre aspect, c'est qu'aujourd'hui, il faut comprendre que l'Algérie insiste encore à l'application de l'accord. Il n'a pas encore renoncé à ça. Et l'Algérie voit sa suprématie sur le Mali à travers ça. Et l'Algérie trouve inconcevable que le Mali, aujourd'hui, se retire et que le grand problème même est parti de la suspension ou comment on appelle, de l'annulation de l'accord d'Alger et qui n'est pas du goût de l'Algérie. Et encore, l'Algérie continue à héberger chez lui ceux qui sont en train de frapper le Mali et de chercher à déstabiliser le pouvoir. Alors qu'aujourd'hui, nous sommes dans un espace considéré comme un seul théâtre d'opération. Et je crois s'attaquer au Mali, c'est s'attaquer au Niger, pas aux voisins et à un ami du Niger. C'est s'attaquer au Niger. Donc c'est pourquoi je dis qu'encore, en tout cas,
une fois de plus, il faudra que les 3 pays, dans leur diplomatie et dans leur stratégie de sécurité, de sécurisation de l'espace de l'EAS et de développement, puissent encore mieux se concerter et approfondir les réflexions pour que les choses puissent être mieux coordonnées. Parce que notre souhait, c'est que, à travers le Niger, qu'on puisse avoir une partie de l'espace de l'AES qui puisse être une opportunité à partir avec la traversée des gazoducs pour dire à l'Algérie, arrête d'héberger chez toi les gens qui sont en train de déstabiliser un territoire de l'AES via le Niger, par la diplomatie nigérienne, pour que désormais, que chaque partie du Mali, du Burkina, du Niger qui peut être utilisée soit par la France, soit par l'Algérie ou un autre pays, en tout cas, que cet espace-là puisse se prêter à créer un équilibre au sein de ces 3 États. Ok. Je crois qu'il y a un adage français qui dit Allez-y. Il y a loin de la coupe aux lèvres. Tu peux avoir la coupe en main, tu as du vin ou de l'eau là-dedans, mais pour la porter à la lettre, il peut y avoir une très longue distance. Effectivement. Les mots ont un sens. Les mots ont un sens très profond. Souvent, quand on prononce des mots, il est extrêmement difficile de revenir. Quand on fait le pas, quand on saute le pas, c'est définitif, on ne revient pas dessus, on ne fait pas de va-et-vient. Je me souviens qu'à un certain moment donné, le Mali parlait de rebelles sous le régime Moussa Traoré, quand les choses ont commencé. Au même moment, le Niger s'est toujours refusé de les traiter comme rebelles, ils les appelaient les bandits armés, parce que les mots ont leur importance. Aujourd'hui, il ne faut pas trop parler trop vite en besogne. L'Algérie a une diplomatie. Pourquoi est-ce que lui, il va prononcer le mot AES là où le général Tiani, qui fait partie de l'AES, lui-même ne l'a pas prononcé? Et donc, ils l'ont prononcé sans le dire. C'est une façon de parler. Parce que l'Algérie serait gênée qu'on ramène tout ce problème-là. Ils ont fait des démarches. C'est l'Algérie qui a fait la démarche pour venir voir le Niger. Ils sont venus voir. Ils ont pris des initiatives. Et ces initiatives font partie d'un ensemble de choses pour une approche plus réaliste avec le Mali. Des intermédiaires au sein de nous-mêmes pour essayer d'aplanir les difficultés. Ensuite, quand on parle d'une attaque, il a quitté quand? Il n'y a pas 3 jours. Et c'est hier ou avant-hier que l'attaque a eu lieu. Mais il y a souvent des programmes, une certaine autonomie des groupes qui peuvent agir dans un moment donné et qui ne réagissent pas tout de suite à la semence d'arrêter ces attaques-là. Ils ont toujours, parce qu'eux aussi, ils ont leur intérêt. On les a sacrifiés en le mettant sur le front. Il y a beaucoup de gens qui... Venir du jour au lendemain, l'Algérie leur dire, bon, écoutez, vous arrêtez vos attaques, mais c'est pas demain la veille qu'ils vont arrêter. Ils vont avoir tendance à jouer leur propre jeu. Je crois qu'il y a un ensemble de choses dont il faut convenir. La diplomatie marche à son rythme aussi. Tiani, il a quitté il n'y a pas longtemps. Il faut peut-être s'attendre à une évolution ultérieure, mais pas tout de suite. Les choses vont aller progressivement. Bon, quant à faire un communiqué, ils ont l'habitude, ils sont prompts à faire des communiqués. Mais s'ils ne l'ont pas fait, c'est parce qu'ils n'ont pas jugé nécessaire parce que le communiqué pouvait être une façon de creuser ou bien de se radicaliser d'une certaine façon. Bon, moi je crois fermement, et ça transparaît, je n'ai pas pris autre part, c'est dans le discours de Tiani. Il a tracé une ligne rouge, la sécurité. Mais comme lui-même il ne dit pas la sécurité de l'AES, c'est pas Tiani, c'est pas l'autre qui va dire ça. Okay. Mais il a répondu en disant ta sécurité est la mienne. Or, la sécurité du Niger, c'est la sécurité comprise dans le premier pilier, défense et sécurité. Ok. Doyen, très rapidement, avant qu'on redonne la parole au docteur, ligne rouge du général Abdraman Tiani par rapport à ce que peut-être Alger projette de faire, c'est-à-dire le projet de gazoduc. C'est-à-dire Alger tellement au projet de gazoduc que il a même fixé un délai. Il part de 10 jours après la fête de Ramadan
Donc 10 jours après, il faudrait tout de suite relancer les travaux. Il ne faut pas perdre de temps. Pourquoi cet empressement de Tebboune? Bon, ligne rouge dans mon esprit, ce n'était pas pour le projet de gazoduc. Ligne rouge, c'est la sécurité et la défense. Il a répondu à Tiani. Ah mais Tebboune, Bon. Tebboune tient-il aux relations avec le Mali ou bien il tient beaucoup plus au projet de gazoduc? Non, c'est le tout. C'est-à-dire c'est le tout qui a emballé. Il y a le volet diplomatique, il y a le volet développement, il y a le volet sécurité. Parce que je sais peut-être qu'il y a ce que le Niger veut, ce que les pays de l'Est veulent. Il y a ce que l'Algérie veut. Il n'est pas dit qu'on veut forcément la même chose que l'Algérie. L'Algérie a peut-être d'autres partenaires. Donc les gazoducs, nous savons que c'est l'alternative aux gaz russes. Soyons très clairs. D'ailleurs, Gazprom avait voulu rejoindre le projet de gazoduc. Les Européens ont tout fait pour dire à l'Algérie et au Nigeria de ne pas permettre l'adhésion du Gazprom, c'est-à-dire la société russe, à ce projet. Or, quand l'aéroport de Niamey a été attaqué, ce sont les militaires russes qui ont protégé cet aéroport. Or, l'aéroport de Niamey a été attaqué par des mercenaires franco-algériens. Ça pose quand même débat. Bon, je ne suis pas là. Moi, je suis là en tant que présentateur. Donc, j'ai besoin peut-être de vos réponses. Mais, doyen, je sais qu'Alger et nous ne voulons pas la même chose. Nous ne voyons pas les choses de la même façon. Vous l'aviez dit dans votre exposé. Les Niger, ou bien c'est le professeur Touré qui l'a dit, l'Algérie reste accrochée. Et d'ailleurs, Tebboune l'a dit à la conférence de presse juste avant la venue du général Abdrahmane Tiani, il reste accroché à l'accord d'Alger. Or, pour le général Abdrahmane Tiani, l'accord d'Alger, c'est fini. Donc, on ne voit pas les choses de la même façon. Maintenant, si il est réellement collé au projet de gazoduc, moi, ce que je veux savoir, pourquoi son empressement? Pourquoi dire tout de suite, après le Ramadan, ça doit commencer? Or, il ne dit pas tout de suite, après le Ramadan, on va essayer de trouver un terrain d'entente avec les pays de l'Est. On finit avec cette histoire de mésentente, de guerre et autres. Mais c'est pour le gazoduc qu'il est en train de fixer un délai et non pas pour que les populations de l'Est cessent de mourir quand même. C'est pas, les deux choses ne vont pas au même rythme. Ah voilà. Il y a toute une distinction à faire. Ok. Le gazoduc, ça relève du troisième pilier, le développement. Or, les attaques relèvent du premier pilier, la défense et la sécurité. Ce n'est pas les mêmes domaines. Mais ça peut il peut y avoir des influences réciproques. Oui, pour nous, AES, c'est d'abord la sécurité qui nous importe, pas ces gazoducs. Donc, pour nous d'abord, et surtout spécialement pour le Mali, c'est la défense et la sécurité. Ok. Mais vous savez, il y a un lien qui existe dans le premier pilier, défense et sécurité, c'est la solidarité entre les trois. Comment est-ce qu'on appelle le Niger n'a pas hésité à interrompre ses relations diplomatiques avec l'Algérie quand elle a eu maille à partir avec le Mali. Ils ont arrêté. Alors que ce projet de gazoduc on en parlait. Donc ça veut dire quoi? Le projet peut aller, mais il faut que la sécurité soit rétablie. Ça veut dire quoi? L'Algérie a une optique. Quand le président Tebboune, mais ce n'est pas du jour au lendemain qu'il va se dédire en disant, bon, nous allons laisser tomber, comment dirais-je, les accords d'Alger. Il ne peut pas le dire comme ça. Ils ont une bombe entre les mains. Les terroristes ou les extrémistes rebelles, là, c'est aussi une bombe entre ses mains qui peut éclater. C'est leurs hommes. Hein? C'est leurs hommes. C'est leurs hommes, mais ça peut éclater entre les mains. Ça peut leur éclater totalement entre les mains. Donc, le Mali, quand le Mali est venu, je te donne un exemple concret, quand il y a eu le second coup d'État, enfin, quand Bandao a été renversé, les premiers mots des autorités de la transition, c'était l'application des accords d'Alger. C'est ce qu'on avait dit. Ouais, On ne s'est pas précipité pour dire tout de suite non. Donc, il y a une évolution dans les choses. Il peut dire, c'est-à-dire ce qu'on dit sur les antennes, globalement, là, souvent, c'est les noms, il faut voir à travers les non-dits. Ouais. Tiani, dans sa ligne rouge qu'il a posée, la sécurité pour mes voisins et mes amis, c'est l'AES. Ouais. Or, c'est lié au premier pilier de défense et sécurité. S'il n'y a pas ça, nous remettons tout en cause. Pour la bonne raison, ils ont remis en cause la première fois. Oui. Donc,
la précipitation de l'Algérie à vouloir vite faire cette affaire-là, ça repose sur 2 piliers. Le premier pilier, c'est d'aller vite et de réaliser le gazoduc pour essayer de conserver le peu d'influence parallèlement sur le Mali. Concomitamment, et quand c'est fait, on est en plein, mais on aura moins de pression que si ce n'est pas encore fait. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il faut analyser les choses sous l'angle des rapports entre l'Algérie et le Maroc. Le Maroc a aussi un projet similaire qui va longer les côtes, va traverser 12 ou 13 pays. Qu'on appelle le corridor. Le corridor. Et là aussi, il faut aller vite pour couper l'herbe sous les pieds de choses. Du Maroc. Donc il faut voir aussi sous cet angle-là. Je ne crois pas. Ok. Voilà. Merci beaucoup. Terminé. Nous sommes des citoyens lambda, nous sommes toujours trop pressés. On peut être dans la bonne dynamique, dans la bonne voie, les idées peuvent, mais leur réalisation, leur mise en œuvre sur le plan diplomatique, ça prend du temps. C'est lent. Doyen, merci beaucoup. Nous saluons votre sagesse. Ça se comprend. Docteur, Alger est pressé quand même de réaliser ces projets. Effectivement, quand on essaie de voir là, les 3 tronçons, c'est-à-dire du Nigeria jusqu'à la frontière nigérienne et du Niger à l'Algérie. Du Niger en Algérie. Ça fait 841 km. Oui, mais pratiquement les Algériens sont à un truc de 70% de ces projets-là. Le Nigeria et l'Algérie. Le Nigeria et l'Algérie, ils sont chacun à 70%. Oui. Ça ne reste que pour le Niger, raison pour laquelle ils mettent la pression et tout. Mais la pression vient peut-être d'ailleurs. Parce que le fait que l'Europe soit coupée du gaz russe a plongé l'Europe là-dedans. Donc c'est une alternative vraiment salutaire de se connecter à ces vastes réseaux de gaz qui est pratiquement un gaz de bonne qualité, pratiquement à prix défiant toute concurrence. Donc il fallait s'attendre à cette pression-là de la part de l'Algérie, parce que c'est l'Algérie qui tient ce projet-là, ça le tient à cœur plus que même le Nigeria, qui est le producteur principal du gaz, mais qui ne fait pas beaucoup de boucan comme les Algériens. Donc, comme ceux qui tirent la ficelle, ils ont essayé beaucoup de plans, ça n'a pas marché. Et cette fois-ci, ils embrassent la diplomatie pour pouvoir amener les Nigériens vraiment à accepter ce fameux projet de gazoduc et à profiter aussi pleinement de cela. Donc, nous, je disais à l'entame de mes propos que face à certaines questions, nous qui analysons, on ne peut que conjecturer, on ne peut que supposer. En fait, ce qui se passe au sommet de l'État et ce qui se passe entre les décideurs politiques là, nous, on ne sait rien de tout cela. De toute la façon, on donne notre avis. Ce n'est pas une parole d'évangile, pas du tout, mais souvent, l'avis aussi peut vibrer en phase avec ce qui se décide ailleurs. Et c'est ça qu'il faut prendre en compte. Et c'est ça mon analyse de la chose. Ok. Professeur Touré, vous êtes des Gao, vous connaissez un peu le Nord, et tout comme un peu le Niger. Et cet empressement de l'Algérie, moi à présent, je reste sur ma faim, parce que je ne comprends pas. Comment est-ce qu'Alger fixe un calendrier comme ça? Il faut ça pour commencer les travaux de gazoduc. Nous savons qu'Alger n'est pas en manque de gaz. Alger même produit le gaz. D'ailleurs, aujourd'hui, l'Algérie fait partie des puissances qui fournissent le plus de gaz à l'Europe. Mais Alger s'empresser comme ça, si Alger était en manque, on peut comprendre. L'Algérie même produit le gaz. Il y a quelque chose, il y a anguille sur roche quand même. Oui, il y a vraiment anguille sur roche. Parce que le docteur vient de dire tout de suite que c'est l'Algérie qui s'empresse par le Nigeria. Oui, le Nigeria, je dis non, parce que le Nigeria a récemment voulu même intervenir au Niger militairement pour dégager ceux qui sont au pouvoir. Donc c'est sûr que eux, pour le moment, le dialogue ne passe pas trop vite. Donc c'est l'Algérie qui s'est prêtée même comme médiateur dans cette crise nigérienne, qui pense qu'avec le Niger, il peut avoir un terrain pour un terrain de marge de manœuvre. Donc Alger parle au nom
de l'Algérie, au nom de l'Europe, au nom du Nigeria. Au nom du Nigeria. Ah, merci. Il parle au nom de tout ceci. Et surtout qu'encore je dis, l'Algérie est en train de perdre la main sur le Polisario qui lui permet de mettre une pression de l'autre côté. Voilà, donc ça c'est un élément important. Mais moi, cet empressement-là, je le mets sur une question. Je ne connais pas le calendrier peut-être de quitter la Confédération pour la Fédération. Il faut se précipiter à faire ça dès maintenant, avant que ces 3 pays ne partent en fédération. Parce que s'ils partent en fédération, ils vont voir en ce temps le poids du Mali dans la gestion de cette question de gazoduc. Et ça peut faire bouleverser les choses. Et c'est là où ça va être une opportunité pour ces 3 territoires. Mais pour le moment, sur le plan confédération, ils peuvent toujours traiter avec le Niger. Et le Niger étant un État, il est membre de la Confédération, mais il continue toujours à gérer ses affaires souvent de façon particulière, comme il a ses propres réalités souvent qu'il peut gérer. Donc l'Algérie se presse, avant que les pays de l'AES ne se pressent aussi à aller vers une fédération, pour que la question de traversée du Niger soit une question qui va être d'avis traitée par ces 3 pays. Donc il faut aller très vite avant que le Niger même ne se trouve obligé par les lois qui seront votées, tout ça là, pour que désormais, tout ce qui va concerner ces 3 territoires doivent être gérés par ces 3 pays-là, parce qu'ils vont basculer dans la fédération. Donc il faut se précipiter. Ça, c'est un premier aspect. Le second aspect, c'est que l'Algérie veut précipiter aussi cette gestion, parce qu'aujourd'hui, le Tchad et la position du Tchad et la position de la Mauritanie est en train d'affaiblir la position stratégique de l'Algérie dans la gestion des questions du Sahel. Donc, il faut avoir rapidement cette traversée du gazoduc pour tenir l'Europe en main et obliger la France toujours à considérer l'Algérie comme étant la pièce maîtresse dans la gestion des questions politiques au niveau du Sahel. Sinon, que la position du Tchad et la position de la Mauritanie peuvent affaiblir la position de l'Algérie en tant que pièce maîtresse dans la question géostratégique des pays du Sahel. Donc l'Algérie est en train de se presser pour tout ça. Non seulement empêcher à la France de la contourner pour la gestion des 3 pays du Sahel, parce que cette question de gazoduc là, cette question de pipeline, ça peut tourner à tout moment. Hein. On peut faire dévier. Le Nigeria qui produit ce gaz-là peut dire à l'Algérie, bon, si tu n'arrives pas à faire plier le Niger, moi je vais changer de direction, je vais changer de partenaire. Et pourquoi ne pas l'orienter du côté du Bénin si les relations se passent bien? Pourquoi ne pas l'orienter du côté du Bénin si les questions? C'est que des tuyaux contrastent. Et tout ça, le Niger reste quand même le point central. Et aujourd'hui, l'Algérie veut que ça passe par eux. Et pour que ça puisse passer et ça puisse se faire rapidement avant que d'autres décisions ne viennent, il faut précipiter et commencer les travaux. C'est pourquoi l'Algérie est en train de précipiter. Sinon, ce n'est pas parce que il y a un besoin imminent ou un besoin pressant qui est là. C'est uniquement pour empêcher à ce que le Niger ne se retrouve dans d'autres dispositifs pour contourner l'Algérie et que le gaz se retrouve ailleurs. Et que ça soit un service qui soit fait soit à partir du Bénin ou à partir du Togo. Soit à partir du Bénin ou à partir du Togo. Doyen, nous revenons vers vous pour finir avec ce thème sur l'Algérie. Est-ce qu'il y a des risques économiques pour les pays de l'Est faisant des affaires avec l'Algérie? Oui, mais tout accord économique a aussi son côté obscur. Je vous l'ai dit, il faut tenir compte du peuple algérien. Le peuple algérien est dominateur. Ils n'aiment pas partager, ils ne sont pas aptes au consensus. Des suprémacistes, c'est ça? C'est des suprémacistes. Ok. Donc, quand vous faites des rapports avec eux, il faut éviter de trop se mettre entre leurs mains. C'est pourquoi ce que moi, je n'ai pas trop apprécié, 10 ministres du Niger qui vont d'un coup, parce que le Niger aussi est pressé de renouer tous ces... Pourquoi tout de suite 10 ministres? Ça veut dire 10 secteurs de coopération qu'on va entamer tout de suite. Donc là, je crains, le Niger est en train, mais c'est des problèmes sectoriels au Niger, pour la plupart. Mm-hmm. Le seul qui est là-dedans, je crois qu'il y a un projet structurant, c'est le gazoduc. Et entre-temps, l'Algérie
peut même essayer de couper le gaz là aux pays européens en cas de problème. Parce qu'ils n'ont pas froid aux yeux. Même si ce n'est pas leur gaz, ils peuvent fermer le robinet. Ils peuvent le tenter. Donc il faut faire extrêmement attention. Mais le gazoduc, c'est... Oui, parce que la distribution, c'est à partir du territoire algérien. Voilà. Mais le Nigeria est le propriétaire et c'est le Niger qui est vendeur. Oui, mais l'Algérie, c'est distributeur, c'est ça? Non, l'Algérie, le dispatching, c'est fait à partir du Niger. Non, c'est un territoire algérien. C'est-à-dire, une fois en Algérie, il y a des gazoducs. C'est-à-dire, il y a l'un qui va partir, je sais pas, vers l'Italie, l'autre vers l'Espagne. C'est-à-dire, le dispatching, c'est un territoire... C'est toujours les gazoducs qui vont continuer pour le ravitaillement. Oh oui. Mais il n'en demeure pas moins que le contenu appartient et est fait suivant des contrats avec le Nigeria. Effectivement. Pas avec l'Algérie. L'Algérie, c'est les royalties et peut-être les petits travaux qu'ils peuvent faire dessus, le maintien des choses. Sinon, principalement, c'est des contrats du Nigeria. Oui, les actions, peut-être pour vous aider davantage, en fait, les actions sont détenues à 90% par la NNPC et par Sonatrach. NNPC, c'est la société gazière du Nigeria. Et puis Sonatrach de l'Algérie. Donc, les deux sociétés détiennent 90% des actions. Il n'y a que 10% qui reviennent au Niger. Et ça aussi, c'est à renégocier. Hein. Bon, et tout ça, c'est ce qui fait partie des royalties. C'est-à-dire, on vous donne une part d'action comme étant le droit de traverser de votre pays. Effectivement. Mais vous ne pouvez pas aller au-delà. Si vous prenez ça en nature, vous prenez ça sur le contrat, le paiement des contrats. Si vous prenez, du moins financièrement, mais si vous voulez prendre ça en nature, vous pouvez l'ajouter à votre gaz pour le vendre aussi. Oui. Tout ça, c'est possible. Si c'est traduit en action. Donc les choses sont déterminées. Mais tel que je connais l'Algérie, et j'ai vu tous leurs combats, à chaque fois ils reviennent, les rentes mémorielles qu'ils ont vis-à-vis de la France, ça va, ça vient, ça vient. Ils sont comment dire, ils sont versatiles. Ah, ok. Du jour au lendemain, ils changent d'avis et ils sont aptes à jouer de leur levier pour nuire aux autres, au besoin même en perdant eux-mêmes. Donc je crois que c'est la limite. Maintenant, moi je pense que pour le gazoduc, ce qui est de l'intérêt, ça c'est un projet structurant pour les autres pays, particulièrement le Mali où on soupçonne peut-être qu'il y a du gaz. Mais ça dépend. Le gaz qui peut se retrouver vers le nord, plus vers la frontière algérienne, on a intérêt à se raccorder à ce gazoduc-là. Mais s'il y en a vers la Mauritanie ou bien vers Caille ou même Bamako ici, il y a d'autres débouchés qu'on peut avoir qui n'est pas le gazoduc. Donc, dans un certain sens, ça peut représenter un projet structurant. Maintenant, tout comme pour les États-Unis, on avait dit, les assassins financiers, ils vous enserrent dans des prêts et autres là, et en ce moment, vous êtes à leur merci, vous ne pouvez pas faire autre chose. Plus ils vous mettent à votre disposition, plus vous êtes, moins vous êtes résilient. Et donc, tout cette flopée de canaux de coopération sur 10 champs, sinon plus, ça m'inquiète pour le Niger. Ça m'inquiète pour le Niger. Mais je crois que les Nigériens aussi sont beaucoup plus focus sur leur objectif que nous autres. Nous, on peut fignoler, mais eux, ils vont droit au but. Il faut connaître le peuple nigérien qui ne tergiverse pas, qui va droit au but, qui est capable de sacrifice pour obtenir ce. C'est pourquoi, je le dis encore, je le redis, lorsqu'il y a eu ce problème entre le Mali et l'Algérie, jusqu'au rappel de nos ambassadeurs, mais les deux autres ont suivi. Le Burkina a suivi, le Niger a suivi, bien que le projet de gazoduc était pratiquement aussi en exécution. Donc moi je crois que chacun peut avoir un levier sur l'autre. L'Algérie, moi je pense que s'il y a un domaine qui peut expliquer l'empressement de Tebboune, nous ne connaissons pas, mais l'Algérie peut avoir des problèmes financiers aussi. Et aura intérêt à voir cette répondée, cette manne qui va dériver du gazoduc. Économiquement, ça peut être aussi une bouffée d'oxygène. Surtout qu'ils ont beaucoup investi, parce que le projet en tout, c'est 13 milliards de dollars, et porté à 90% par l'Algérie et puis les Nigeria.
c'est pas mince affaire quand même. C'est pas une mince affaire. Donc, pour vous dire et vous conforter dans votre analyse, doyen, l'actuel Premier ministre du Niger, c'est un économiste fait. Donc, c'est un homme qui s'y connaît. Si Alger veut jouer, il peut finir par savoir dans son propre piège. Docteur, nous revenons vers vous. Ça fait un moment qu'en Afrique, on parle de deux coups d'État. On change de thème, carrément. Coup d'État militaire, coup d'État institutionnel. Moi, personnellement, j'ai tout le temps dit que coup d'État militaire, coup d'État institutionnel, c'est un faux débat. En fait, tout coup d'État se repose sur l'armée. Ouais. C'est-à-dire, si vous faites un coup d'État institutionnel, c'est parce que l'armée est complice. L'armée accepte. Si l'armée n'est pas d'accord, vous ne pourrez pas. Il y a des généraux peut-être qui vous sont soumis et autres. Donc, c'est une façon, peut-être, c'est une formulation. L'Union africaine, le président en exercice de l'Union africaine, c'est le président angolais. Et il a fait une sortie là-dessus. Et il est revenu sur autre chose. Il dit, mais il y a un blanchiment des coups d'État. Et je crois que c'est une des rares fois qu'on entend une expression comme ça. Il dit, mais comment des généraux qui font des coups d'État? Et puis tout d'un coup, on dit, ils ont organisé une élection et puis maintenant ils sont devenus présidents, il n'y a plus de problème. Il accuse ce blanchiment des coups d'État. Mais s'il ne devait pas aller beaucoup plus loin, l'exemple, c'est ce qui s'est passé au Gabon. Un neveu ou un cousin de la famille Bongo qui a repris et puis c'est toujours la famille qui continue de diriger. Donc ça n'a pas changé. Depuis la venue de Bongo père au pouvoir, les fils après, ensuite c'est les neveux. Donc ça continue. Il parle de blanchiment des coups d'État. Peut-être ça se multiplie en Afrique, que si tel est le cas, n'importe quel militaire ferait un coup et puis il prendrait le pouvoir. Est-ce que le vrai problème, ce n'est pas au niveau de la forme? Est-ce que le problème en Afrique, ce n'est pas plutôt une question de quel est le pouvoir peut-être qui est nationaliste, qui est panafricaniste, qui est patriotique? Mais parce que nous savons qu'Adolf Hitler, si c'est l'élection, Hitler avait été élu, non? Exactement. Quand De Gaulle le combattait, De Gaulle n'avait pas été élu. Oui, c'est Hitler qui avait été élu. Tout à fait. Ok, allez-y. Oui, parce que cela ne les arrange pas. En fait, s'il y a quelque chose qui les arrange, c'est ça qui est droit, c'est ça qui est référence et c'est ça qui est source de tout, quoi. En fait, cela ne me surprend guère parce que, quelle que soit une organisation, elle est détenue par les humains et dans cette truc d'humain, il y a toujours des gens qui ne sont pas du côté du mensonge. Il y a des gens qui sont du côté de la vérité. Et souvent, le mensonge prend tellement une autre tournure que ça dérange même ceux qui sont les commanditaires de ces mensonges-là. Et il faut leur mea culpa. Cela ne surprendrait que le président angolais le dise. Parce que les coups d'État, on a vu tout. C'est le cas le plus frappant, le plus récent, c'est ce qui est arrivé au pays de Ambalo, où on dit, en Guinée-Bissau, où les généraux prennent le pouvoir parce que Ambalo avait perdu les élections. Celui qui a gagné les élections, les chiffres étaient là, ils ont tout brûlé. Et maintenant, on propose à ces derniers-là de rentrer dans un gouvernement d'union nationale. Mais l'Afrique va de mal en pire si on ne règle pas ces problèmes-là. Notre voisin aussi, en Côte d'Ivoire, tout près ici, maintenant il y a eu des révélations fracassantes pour lesquelles le président Laurent Gbagbo a été interdit de se présenter aux élections, soi-disant que c'est lui qui est à la base du vol qui s'est perpétré dans les agents de BCAO à Korogo, à Man et à Yamoussoukro. Et Laurent Gbagbo n'était pour rien. Le général Tchani l'a dit lors de l'une de ses interventions. Au moment des faits, lui, il était quand même le patron de la force onusienne qui opérait en Côte d'Ivoire. En tout cas, les Nigériens qui étaient sous son coupole, lui, il a tout vu. Il était le commandant des forces nigériennes en Côte d'Ivoire. Il a tout vu. Donc, ce qui a valu à Laurent Gbagbo de ne pas se présenter aux élections. En fait, ils ont mille manières de contourner cette histoire de démocratie-là, quoi. Et cette histoire de démocratie, nous, on pensait que c'était la voie qui allait faire sortir l'Afrique de toutes ces difficultés émergentes. Or, la démocratie à l'européenne qui nous a été imposée est la première cause de notre retard. Parce que je le dis et je le maintiens, il y a beaucoup de pays qui n'étaient pas des pays démocratiques. Même là, l'Arabie Saoudite n'est pas un pays démocratique. Même les pays européens. Les pays européens, tu vas en Angleterre. Il y a un débat.
En Angleterre, ce n'est pas la démocratie. Mais ce qu'ils font aujourd'hui, est-ce la démocratie ça? Absolument pas. Mais en France, il y a un article qui dit, l'article 36 combien, et que lorsque ils font passer tout le temps les lois avec ça en forcing. 49.3. 49.3. Au niveau de l'Assemblée nationale, ceux qui ont gagné les élections municipales, c'est eux qui doivent proposer le Premier ministre. Le Premier ministre doit venir obligatoirement de leur rang. C'est la Constitution qui dit ça. Et Macron qui s'est dit donneur de leçons, il a chamboulé tout ça. Et jusqu'à preuve de contraire, la France insoumise qui avait gagné les élections n'ont pas été mis dans leur droit. Donc, il est temps maintenant que l'Africain réfléchisse. Que l'Africain réfléchisse parce que pour qu'il y ait coup d'État, très généralement souvent, les causes sont connues, quoi. Soit il y a un individu qui est là, qui veut s'agripper au pouvoir, donc lui, il change comment s'appelle la Constitution à son gré. Ou bien les militaires, voilà, ils sont là parce qu'il y a eu la mauvaise gouvernance, comme notre cas. Il y a des militaires consensus qui peuvent prendre le pouvoir. De toutes les façons, coup d'État, comme tu as eu à le dire, ça ne peut pas se faire sans l'armée, quoi. C'est l'armée qui constitue la véritable force. Or, leur démocratie, ils disent qu'il oui, y a la séparation des trois pouvoirs, ceci, cela. Or, il n'y a jamais eu de trois pouvoirs. Il n'y a qu'un seul pouvoir. Il faut se le dire. Tous les autres pouvoirs-là accompagnent. Qu'on le veuille ou pas, c'est comme ça. Ok. Merci beaucoup, professeur Touré. Nous arrivons presque au terme de cette émission. Et nous avons besoin de votre analyse là-dessus. Parce que cette histoire de démocratie-là, souvent on ne sait même pas qui l'est, qui ne l'est pas. Parce qu'eux-mêmes avoir leur comportement là. Beaucoup de pays européens sont dirigés aujourd'hui par des hors-la-loi, des badauds, et des gens qui ont soutenu ce qui s'est passé au Venezuela. On a vu un président qui a été élu. Est-ce faut-il ramener même leur démocratie, la fameuse démocratie, uniquement à une démocratie électoraliste? Si c'est l'élection qui est leur condition sine qua non, ça pose débat quand même. Je me demande, et puis, il y a quelle démocratie pour des pays qui ne sont pas souverains? Bon, vous savez, la question de démocratie, c'est devenu un business. Oui. C'est devenu un business parce que je me rappelle encore en 91, le président Moussa Traoré, il y a eu un acharnement profond de la France contre lui parce qu'il avait dit que les Africains n'étaient pas prêts à aller à cette démocratie parce que une démocratie se dessine en fonction des habitudes, des coutumes et de la mentalité politique de ce pays. Quand on importe des idées, une façon de faire, une façon de voir et de diriger, on n'est plus en démocratie, on est dans une imposition et ça c'est encore la dictature pire parce que c'est une démocratie basée sur le traumatisme des peuples qui reçoivent des volontés d'autres peuples sur eux. Donc c'est pour dire que la démocratie dans son essence même, telle que les Européens le disent vers nous, c'est une imposition, c'est un traumatisme qu'on impose aux Africains. Maintenant pour revenir un peu au blanchiment, dont le président, vous avez dit le président actuel, Lorenzo a succédé à qui? Dos Santos. Et il a succédé, je pensais que c'était le président mauritanien qui était là-bas. Ah oui, à la tête de l'Union africaine. À la tête de l'Union africaine. Lui-même, il est venu au pouvoir comment? Gazouani. Il est venu au pouvoir comment? Donc c'est pour dire un peu que, c'est-à-dire le blanchiment devient une réalité. C'est la deuxième formule de la démocratie européenne ici. Nous, ici, on a refusé ce blanchiment-là, justement, au Mali, au Niger, au Burkina, parce que nous nous sommes dit que désormais, il faut aller par la volonté du peuple. Par la volonté du peuple, et à partir de ce que le peuple va dire, de ce que le peuple va décider, en fonction de nos priorités, de nos besoins, nous allons organiser notre démocratie en fonction de ça. Et quand on va voir, par exemple, dans d'autres pays où c'est lui qui fait le coup d'État, c'est lui qui organise les élections et il revient au pouvoir, et le même est reçu par ceux qui se disent démocrates, je me dis de quelle démocratie il s'agit alors? Donc on est bon quand on organise les élections pour être à la satisfaction de ces Européens, et mauvais lorsqu'on veut faire valoir la mentalité ou la volonté de son peuple véritablement. Donc c'est pourquoi je dis en fait que démocratie, il n'y en a pas, et même dans la définition étymologique, il y a erreur. C'est-à-dire parce que nous, ce que nous disons démocratie, c'est une imposition de la volonté occidentale sur nos peuples,
Parce que quand on va dire à des Africains d'aller voter et qu'on leur donne même des bulletins de vote, je me rappelle souvent, on s'arrête devant les bureaux de vote pour dire aux femmes, ça c'est oui, ça c'est non. Et ils ne savent même pas ce que ça veut dire oui ou non. Donc, est-ce que ceux-ci ont voté? Est-ce que ceux-ci ont travaillé, se sont retrouvés dans une véritable démocratie? Non, ils sont dans une imposition, c'est dans un traumatisme qu'on les amène des idéaux, qu'on les amène une façon de faire, et on les oblige à aller vers ce qu'ils veulent, parce que celui qui doit arriver au pouvoir est contrôlé par ces Occidentaux. Une fois qu'il n'est plus contrôlé par ces Occidentaux, on trouve qu'il est mauvais. Et on voit aujourd'hui ceux qui ont falsifié leur constitution. Et quand je parle de nos voisins, mais je ne parle pas du voisin, comme Tchani le dit, nos voisins ici en Côte d'Ivoire, qui ont falsifié leur constitution combien de fois? Est-il dans une démocratie ou dans une falsification ou dans un blanchiment démocratique ou dans un blanchiment de coup d'État? C'est la question que je me pose. Ok, c'est la question que vous posez. Nous retrouvons les doyens, nous avons besoin de son analyse là-dessus. Et je propose d'ailleurs, doyen, que vous rebondissiez sur la dernière question de cette émission, parce que le sommet de Munich, la conférence de Munich de février 2026, nous avons besoin de connaître les perspectives quand même pour l'Afrique. Si vous pouvez jongler les deux ensemble. Bon, je crois que les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Oui. Cette histoire de protocole additionnel de la CEDEAO, ouais, c'est ça, qui a amené à tout ce grabuge, est ce qui risque d'arriver aussi à l'Union africaine. Nous nous sommes trop focalisés sur la philosophie de nos rapports plutôt que le côté économique de nos rapports. Ouais. Je crois qu'il aurait fallu commencer par structurer l'économie avant d'aller vers la philosophie de nos rapports. Bon, si vous avez constaté, autant pour la CEDEAO que pour l'Union africaine, les deux, lui, Lorenzo et comment est-ce qu'on appelle? Tinubu? Non, le footballeur George Weah. Ah, Weah. Et la 38e résolution de la 69e rencontre des chefs d'État qui ont fustigé cette histoire de tripatouillage électoral. La CEDEAO même en a parlé. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, George Weah en a parlé. Parce qu'il était au cœur du problème quand on a tout manigancé pour tirer sur... Il a dit non, on a tiré sur ceux qui font le coup d'État, mais il ne faut pas omettre ceux qui font des coups d'État institutionnels. C'est ça la vraie cause d'abord. Il l'a fustigé. Lorenzo en parle, mais pour dénoncer l'hypocrisie. Vous dites on refuse les coups d'État, mais quand quelqu'un fait le coup d'État et revient dans vos normes, vous les acceptez. Autant laisser les choses libres ou se retirer. Je crois que ces organisations sont en train d'arriver à leurs limites. Il faut les réformer. Il faut réformer, sinon ils vont disparaître. Pour enclencher avec la conférence de Munich, c'est la 32e, je crois, mais tout a été tracé, tout a été dit, et clairement dit à tout le monde, que les matières premières se font rares. Marco Rubio, le secrétaire d'État, a énoncé la ligne. Réunissons-nous entre vous, Européens, et nous, Américains, pour former une coalition qui va à la recherche des ressources minières, au besoin pour les prendre par la force. C'est annoncé. Hein. C'est-à-dire le monde va vers un moment où il arrivera un moment, si on n'arrive pas à faire une troisième révolution industrielle par autre chose que par l'énergie, les ressources vont tarir. Et si au moment où les ressources vont tarir, l'être humain va perdre toute sa superbe et son côté sauvage qui va apparaître. On revient au premier pas de l'être humain, je vais prendre chez toi par la force. C'est ça qui arrive. Et c'est ce que Marco Rubio a annoncé. Donc pour nous avons été avertis. Il faut que
nos organisations, surtout l'Union africaine, se réforment dans ce sens, en allant plus vers l'économique et en se délestant de toute cette affaire-là. Qui veut être communiste sera communiste, qui veut être royaliste sera royaliste, qui veut être démocratie, c'est sa démocratie à lui. On ne doit pas gérer ce problème. On va s'enfermer dans des situations alors que le vrai problème est devant nous. Et il faut se réformer pour faire face à cette intention américano-européenne d'envahir nos pays pour nos richesses. Si on ne le fait pas, ça va éclater. Ok. Et je crois que ce que je peux dire, la première colonisation et même la néocolonisation, c'était les matchs allés. C'est le match retour qui commence. Et nous sommes avertis. Nous sommes avertis. C'est vrai, cette conférence de Munich, Marco Rubio, secrétaire d'État américain, qui dit des choses quand même de façon très très directe. Oui. Docteur. Oui, et ça ne me surprend guère. Lors d'une intervention du président Macron, il a dit il y a des carnivores, des herbivores, des carnassiers et tout ça. Si tu ne fais pas partie d'un règne, on va te manger, c'est sûr. Nous avons été toujours des herbivores. Il faut que cela change. Et d'ailleurs, le glas est déjà tiré lors de ces sommets-là. L'Afrique aura toujours son rôle de marginal. Parce que quand on parle de sécurité, ils vont parler que de l'Ukraine et du Moyen-Orient, ça c'est sûr. Or en Afrique, il y a beaucoup d'insécurité. Il y a les Africains qui meurent par milliers, des centaines de millions. Ça ne les regarde pas parce que c'est les Africains. Et ils vont aussi parler peut-être de souveraineté. Et c'est l'Afrique qui doit comprendre maintenant que quand tout tourne autour de ces mots, la souveraineté, quand on a notre souveraineté, même leur histoire de l'aide au développement et tout ça là va disparaître. Parce qu'on va traiter d'égal à égal. Si on ne parvient pas à faire ça, alors l'Afrique restera toujours à la traîne. Et voilà les actes clés pour l'Afrique. Il y a la marginalisation contre les stratégies, le rôle des stratégies. Et l'Afrique doit beaucoup plaidoyer par rapport à la sécurité et la souveraineté. Et les partenariats et le développement, on doit aussi insister sur ça. Les défis économiques et démographiques, les nouvelles donnes géopolitiques, les réformes spécifiques, l'impact de la souveraineté alimentaire et les putsch, comme on l'a dit, et la résolution des conflits. Ce qui va intéresser, en tout cas, les organisateurs de cette rencontre de Munich-là, c'est ce qui est réservé à l'Afrique. On ne va pas aller au-delà de ça. Et ce qui est bien pour nous et ce qui est mauvais pour nous, c'est nous qui le savons. Et malheureusement, l'Afrique ne peut pas aller parler d'une seule voix. Parce que là, on est divisé. On ne peut jamais, d'une manière, être divisé et comment ça s'appelle, aboutir à quelque chose qui est favorable à nous tous. Non, non, non. Donc, c'est comme ça que moi, j'ai compris le général. Merci beaucoup. Professeur Touré, vous, historien, géographe, conférence de Munich, ça nous renvoie aussi à la conférence de Berlin, où on avait partagé l'Afrique sans les Africains. Cette fois-ci, c'est une sorte de Yalta qui se retrouve à Munich. Les Occidentaux décident de se mettre ensemble pour bouffer le reste du monde, ou en tout cas empêcher le reste du monde, ce qu'ils appellent le sud global, d'atteindre leur niveau. Conférence de Munich, c'est comme ça qu'en tout cas on peut résumer. Ou bien c'est quoi votre analyse? Moi je crois que c'est tout le contraire. Hein. Après Yalta, après la conférence de Berlin qui a partagé l'Afrique, la conférence de Yalta qui a divisé le monde, qui a créé des hommes super puissants, cette conférence de Munich met plutôt en mal les relations entre les États-Unis et les Européens. Et tout est en train de se bouleverser. À la même conférence où Marco Rubio est considéré comme étant les Européens un élément mal placé à pouvoir ridiculiser l'Europe parce que l'administration Trump est contre l'immigration et lui, il est issu de l'immigration. Donc, cette conférence-là est en train de redessiner
les relations entre les États-Unis et les pays de l'Europe. Parce qu'aujourd'hui, on dit, les Européens trouvent que Marco Rubio est venu par ses déclarations, faire calmer un peu la tension par rapport aux déclarations passées, mais je trouve que cette conférence de Munich est plutôt en train de dire à l'Afrique, préparez-vous, et cette conférence de Munich est en train de donner raison à ceux-là qui sont en train de se battre pour le nationalisme au sein de leur État en Afrique. Aujourd'hui, l'Afrique est déjà en train de se préparer pour rentrer dans l'ère Munich 2026 à travers nos 3 États de l'AES. Et ce ne sont pas des déclarations amicales entre les États-Unis et les pays occidentaux, pays européens. Je ne vais pas vous couper. Vous voyez plutôt peut-être un règlement de compte entre Européens et Américains, mais moi je pense peut-être qu'il s'agit d'une mise à jour. Parce que Rubio le dit, et ils ont besoin que les Européens soient beaucoup plus forts pour affronter les défis. Donc c'est comme quelqu'un qui est en train d'accélérer, on va dire, son enfant, quoi. Ça dit, tu as un enfant qui est moche, qui ne tient pas. Or, en réalité, tu as beaucoup de défis. Tu veux vraiment que ton enfant soit solide, qu'il soit costaud, qu'il soit à la hauteur des enjeux. Donc, tu essaies de galvaniser l'enfant, tu le matraques. C'est un peu ça. C'est comme ça que moi je vois. Oui. Il est en train plutôt de leur dire que vous êtes devenus faibles. Oui, c'est ça. Vous êtes devenus faibles. Et par ailleurs, ça n'arrange plus la nouvelle vision dont on veut faire du monde. Parce que, en disant qu'ils sont en train de devenir faibles, c'est pour annoncer quoi? C'est pour annoncer la montée en puissance dans le domaine géopolitique et géostratégique de la Russie. Parce qu'aujourd'hui, la Russie est en train de récupérer des choses qui appartenaient à l'Europe. Ça, c'est un premier aspect. Le second aspect, c'est que au niveau de l'Ukraine, la perte sur la gestion politico-militaire de l'Ukraine, l'Europe pensant à travers l'OTAN se repositionner et se donner une force à la porte de la Russie a échoué. Ça fait partie des critiques que les Américains ont vis-à-vis de l'Europe. Et ensuite, on trouve que la vieille mentalité européenne aujourd'hui est dépassée. Il faut la refaire, il faut la revoir. Sinon, que même les pays africains qui sont constitués comme étant le maillon faible et qui restent dans le dispositif de matières premières pour les Européens sont en train d'échapper aux Européens. Donc, c'est plutôt une école qu'ils ont ouverte aux Européens pour leur dire que désormais, vous êtes une ancienne civilisation qui aujourd'hui ne tient plus, et c'est pourquoi les Européens même sont en train de taxer Rubio d'être un fils d'immigré qui est venu de l'Europe et qui ne doit pas pourtant épouser cette idéologie parce qu'il pense que c'est devenu une idéologie sous la gestion de l'administration Trump. Et aujourd'hui, aux Africains de se précipiter pour s'unir et se renforcer pour devenir désormais une puissance qui compte aux yeux des États-Unis, qui dessinent, qui font la force des pays occidentaux face à la montée de la puissance russe. Donc aujourd'hui, cette conférence de Munich doit plutôt servir de leçon pour nous Africains, pour nous dire, réorganisez-vous, les pays de l'AES aujourd'hui sont sur la bonne voie à pouvoir répondre aux besoins futurs de réorganisation du monde pour aller à la quête des matières premières. À la quête des matières premières. Ceci étant, nous arrivons au terme de cette émission. Vous avez été nombreux à nous suivre. Nous vous remercions pour cela et nous espérons vous retrouver la semaine prochaine. Même heure, même émission, mais seulement une fois de plus, nous allons varier des thèmes. Ceci étant, nous vous conseillons de rester d'ailleurs sur Gandhi Malien et African TV parce que d'autres programmes vont suivre après. Mes invités et moi, nous vous disons merci, courage et surtout prudence. Merci.